Est-ce que le régime iranien peut tomber? Élimination de haut gradé, bien évidemment. Est-ce que l'ayatollah Khamenei, puisqu'il se sait plus intouchable, et notamment les Américains l'ont dit, bien que Donald Trump n'ait pas donné son go à une élimination physique du guide suprême. Mais pour combien de temps? On va voir avec vous, Laura, que depuis 4 jours, les têtes sont tombées, qu'elles soient militaires, mais également dans la direction du pays. La dernière cible revendiquée par Israël, Christophe, se trouve à Téhéran. Il s'agit de centre de commandement de la force Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution chargée des opérations extérieures. L'armée israélienne dit avoir pu agir grâce aux informations précises de son service de renseignement. La capitale est particulièrement ciblée depuis le début de l'opération. Des dizaines de lieux y ont été bombardés, aussi bien des dépôts de carburant que des immeubles dans le centre. Hier, l'Iran a accusé Israël d'avoir frappé un bâtiment du ministère des Affaires étrangères, situé juste en face de l'Institut d'études politiques et internationales, dont la bibliothèque a été endommagée, comme vous le voyez sur ces images. L'aéroport de Mehrabad, situé au sud de la ville, a aussi été visé, ainsi que des sites de fabrication de missiles comme Parchin, ici à l'est, ou Bitkane, ici à l'ouest. Des images satellites de ce dernier site ont d'ailleurs été diffusées, montrant des bâtiments assez endommagés. L'armée israélienne affirme qu'elle vise des dizaines d'installations de missiles dans l'ouest du pays. Plus loin de la capitale, à Ispahan, c'est une annexe du ministère de la Défense qui a été ciblée. Et plus loin encore, au nord-est, la ville de Mashhad, une des plus grandes villes du pays, a été bombardée. C'est son aéroport qui a été frappé. Mashhad est aussi une ville sainte, lieu de pèlerinage pour les musulmans chiites. Elle est située à 2300 km d'Israël. C'est donc la frappe la plus lointaine, menée depuis vendredi. Cible stratégique, mais également cible humaine, à haut pouvoir stratégique d'ailleurs, puisque proche du pouvoir. L'Iran a confirmé hier la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution, Mohammad Kazemi, et de son adjoint, Hassan Mohagueh, ainsi que d'un 3e officier du service, tous tués dans une frappe à Téhéran. Ces pertes s'ajoutent à celles déjà annoncées, notamment celle d'Hossein Salami, le chef des gardiens de la Révolution, de son commandant de la force aérospatiale et de Mohammad Bagheri, le chef d'état-major des armées. L'ayatollah Khamenei a déjà annoncé qu'ils étaient remplacés. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors il y a un veto, on en parlait, veto d'un certain Donald Trump de ne pas toucher au guide suprême pour le moment. Je vous propose d'écouter la correspondance de notre envoyée spéciale Hélène Bonnet à Washington. Vous allez avoir tous les détails. Oui, c'est une information qui a été donnée hier soir par Reuters, qui cite 2 responsables américains s'exprimant sous couvert d'anonymat. Ils expliquent que dans le courant du week-end, Israël a eu la possibilité d'assassiner Ali Khamenei, le guide suprême iranien, et que Donald Trump se serait opposé à ce projet au motif que l'Iran ne s'en est pas pris à des ressortissants américains. Il n'est donc pas question de s'en prendre, d'assassiner des dirigeants politiques. Alors du côté d'Israël, on explique que ces fuites sont de fausses informations, mais ce qui est important, c'est que ces fuites viennent des États-Unis. On peut donc y voir un message de Donald Trump à l'Iran en lui disant attention, si vous vous en prenez à nos ressortissants, vos dirigeants ne seront pas à l'abri. Et puis c'est peut-être aussi une manière pour Donald Trump de rester prudent, de ne pas être associé à ce type de projet pour ne pas entraîner les États-Unis dans une guerre dont le président américain ne veut pas. Merci beaucoup, Hélène. Alors, on peut revenir, bien évidemment, sur cette position du président américain, mais tout simplement, et au-delà de la position de Donald Trump, je commence par vous, Magali, est-ce que c'est peut-être pas la fin du régime des mollahs ? C'est très difficile, c'est très difficile à dire. Il y a une volonté, manifestement, de régime change du côté israélien. Parce que Israël ne s'en cache pas, Israël appelle à la rébellion de la population. Absolument. Et on voit qu'il y a quand même une stratégie du chaos quand même dans les frappes qui sont menées, parce que il y a des frappes, oui, sur les installations nucléaires, mais sur les gardiens de la Révolution, sur même les postes de commandement, les postes de police, sur les dépôts de carburant. Donc il y a quand même une volonté de désorganiser le pouvoir et de l'affaiblir. Une information que je lisais ce matin, les
les gardiens de la Révolution devaient avoir des funérailles demain justement pour les figures qui ont été éliminées par Israël. Ces funérailles, elles ont été annulées parce qu'ils ne veulent pas de grands rassemblements. C'est dire aussi le niveau de paranoïa et d'inquiétude de ce régime, qui a d'ailleurs annoncé une chasse aux traîtres aujourd'hui, et en annonçant d'ores et déjà la pendaison d'un homme qui était considéré comme un agent du Mossad. Du Mossad est arrêté depuis 2023. C'est ça. J'ai juste une séquence très rare, et puis bien évidemment on continue de parler. Ça va vous toucher certainement parce que ça se passe à Téhéran. Écoutez bien. C'est cette nuit, à Téhéran, Fahimeh. Oui, tout à fait. Écoutez, je pense que si depuis 2 ans, on avait aidé le soulèvement de la population iranienne, on n'allait pas être là aujourd'hui. Quant à rhétorique qu'on va faire disparaître, vous allez voir ce que vous allez voir, ça fait 45 ans que l'Iran, depuis que Yasser Arafat est venu pour féliciter Khomeini, qui veut faire disparaître de la carte, et que ça fait maintenant plus que 30 ans et que on a petit à petit les proxys. Donc on est dans une guerre, invisible un petit peu côté iranien, et que là, si on aide, pourquoi les Iraniens ne se lèvent pas? Parce qu'en effet, tout le monde dit allez dans la rue. Aujourd'hui, ils sont nus, ils n'ont aucun moyen d'aller pour se faire tuer, parce que le moment de la révolution Femmes, Vie, Liberté, on est allé dans la rue. Il y a eu 1500 morts, et depuis il y a des assassinats, il y a des exécutions. Donc il faut que l'Occident montre qu'on est derrière la population. Oui, mais regardez ces images depuis tout à l'heure, notamment les premières, c'était les images de ce matin. Ce sont ces Iraniens qui fuient les grandes villes. Voilà, ça existe. Donc la question, voilà, est-ce qu'au bout du bout, ce régime peut tomber? Aider, bien évidemment, mais tomber. Vous en pensez quoi, général? Je ne pense pas qu'il puisse tomber actuellement. Je ne pense même pas que ce soit l'objectif premier d'abord des Israéliens. Dans la mesure où, effectivement, comme vous venez de le souligner, finalement, la résistance intérieure a été quand même fortement amoindrie en Iran. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la construction la mise en place d'un certain nombre de facteurs qui permettront, à un moment donné, peut-être, à ce qu'il y ait une révolution interne en Iran. Mais on ne peut pas la provoquer. Les événements ne peuvent pas la provoquer. Non, parce que ça aurait dû être fait il y a quelques années, ça n'a pas été fait, et aujourd'hui, tous ceux qui étaient meneurs, de toute façon, ont été éliminés, d'une manière ou d'une autre. Donc, mais l'Iran n'était pas attaqué de la même façon. Oui, mais ou fragilisé. Il faut quand même des chefs. Pour mener une révolution, parce que je parle de révolution, face à cela, c'est une révolution. Où sont les chefs aujourd'hui en Iran capables de prendre le flambeau en disant on va renverser les mollahs? Je n'en ai pas de nom, vous avez peut-être des noms, mais moi j'en ai pas. Oui, alors juste moi le parallèle que je fais c'est avec le régime syrien, parce qu'on a quand même été tous très surpris de voir Bachar el-Assad quitter le pouvoir dans les conditions, se réfugier à Moscou, etc. C'était une véritable surprise. C'était un régime qui était quand même plus ancien que celui de l'Iran, 1970. Lâché par ses alliés de la même façon. Et lâché par ses alliés. Alors la différence c'est que sur le terrain syrien il y avait des forces armées hostiles à Bachar el-Assad et qui en fait ont fait une offensive. C'est pas vraiment le cas en Iran, même si on peut quand même nuancer en disant qu'il y a en Iran des guérillas armées qui existent par exemple chez les Kurdes, chez les Arabes, chez les Balouches, c'est-à-dire chez les minorités qui d'ailleurs représentent près de la moitié de la population iranienne. Puis après vous avez la résistance, je dirais démocratique, la résistance à travers les manifestations qui ont éclaté. Là, vous avez parlé de Femmes, Vie, Liberté, mais il y en a eu d'autres en 2009, lorsque M. Ahmadinejad a été élu. Donc il y a régulièrement des mouvements qui secouent ce pays, qui ne débouchent pas sur une opposition armée. Est-ce que peut-être ça peut être le cas? Je ne sais pas. Et puis dernier élément, c'est peut-être au sein du régime, parce que moi je suis quand même frappé, tous ces assassinats, toutes ces destructions, je pense que Israël a des complicités, les Occidentaux ont des complicités au sein du régime. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de l'intérieur même du régime l'idée qu'il faut y mettre fin? Ça peut aussi être une troisième possibilité. C'est possible que ça explose à l'intérieur même du régime, que ce soit religieux, que ce soit du côté des gardiens de la Révolution? Aujourd'hui, je pense que plus en plus, ce matin, je voyais dans les images des officiers qui enlèvent leur... pour dire qu'ils ne font pas partie de la stratégie du régime. Et j'ajouterais à ceci... Des officiers de l'armée Absolument, absolument. Et qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a le prince Reza Pahlavi qui dit
il faut impérativement que les bons soldats viennent côté du peuple afin d'emmener une révolution pacifique vers les urnes pour les Iraniens. Et les Iraniens ont beaucoup d'appréciation pour le prince.